Dans l'épaisseur de l'histoire, la religion, ce n'est pas une opinion métaphysique individuelle, c'est un système qui articule le sacré et le symbolique, qui détermine les mœurs. Et c'est la raison pour laquelle c'est à partir de ce moment-là que la question de l'islam va devenir la question qu'on ne veut pas voir et qui néanmoins revient toujours. Ces dernières années, la question religieuse s'est surtout posée à cause de l'extrémisme musulman. Dans l'actualité, il y a cette fameuse loi, au départ sur les séparatismes, aujourd'hui sur les valeurs de la République. Quel regard portez-vous sur cet essai d'évolution de la loi par rapport à la question religieuse ? Il faut d'abord faire un pas de côté ou un pas en amont pour la mise en perspective. Le XXe siècle disparaît littéralement en 10 ans. 79, 89. 79, les soviétiques envahissent l'Afghanistan. 79, l'ayatollah Khomeini entre à Téhéran. 89, les soviétiques quittent l'Afghanistan en situation d'échec. 89, le mur de Berlin s'effondre. Et en France, me direz-vous, la gauche arrive au pouvoir, mais abandonne le socialisme. La massification scolaire fait que le public de l'école change complètement. 80% d'une classe d'âge au bac, alors qu'en 70, c'était plutôt 30%. Et ce sont les années où l'immigration cesse d'être une immigration de travail pour devenir une immigration d'installation. Ces années 80, ce sont les années durant lesquelles le socialisme avec un grand S s'effondre comme religion de substitution. Plus personne ne croit au socialisme de cette manière-là. Et donc, que se passe-t-il ? Il y a une sorte d'affaissement et d'effondrement, et la nature ayant horreur du vide, en même temps que le processus de la sécularisation technique, scientifique, de la mondialisation économique continue et avance, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, on constate que Jean-Paul II est le pape venu de l'Est qui veut rechristianiser l'Europe. On constate que la révolution conservatrice de Reagan s'appuie dans une large mesure sur la sensibilité des évangéliques américains. On constate que l'orthodoxie russe redevient au centre de l'identité politique. On constate que le parti hindouiste est créé au début des années 80 en Inde. On constate que les partis religieux en Israël prennent un poids de plus en plus important, que le bouddhisme n'est pas que l'art de méditer, mais aussi une identité politique, et que l'islam, bien évidemment, redevient, ou plutôt apparaît au grand jour comme véritablement une fédération politique. Donc là, bouleversement complet, total. Et puis 89, c'est l'affaire des foulards qui vient impacter l'imaginaire de l'école laïque, puisque l'école laïque en France a été le laboratoire de la laïcité avant même, bien évidemment, la loi de 1905. Autrement dit, que se passe-t-il à partir des années 80 ? Eh bien, il y a comme un continent qui disparaît, un continent pseudo-religieux et qu'on va appeler le socialisme avec un grand S, et puis les identités religieuses apparaissent dans une France qui n'est plus du tout la même du point de vue de la construction européenne qui a affaibli la souveraineté de l'État, qui n'est plus du tout la même aussi du point de vue de la composition de sa population. Et on va voir apparaître stupéfait ce que nous aurions dû savoir, à savoir que dans l'épaisseur de l'histoire, la religion, ce n'est pas une opinion métaphysique individuelle, c'est un système qui articule le sacré et le symbolique, qui détermine les mœurs. Et c'est la raison pour laquelle c'est à partir de ce moment-là que la question de l'islam va devenir la question qu'on ne veut pas voir et qui néanmoins revient toujours, car il est bien question des mœurs. Et on dit parfois, à juste titre, qu'on s'intègre de 3 manières par l'école, par la table et par le lit. C'est une manière synthétique de dire les choses. Si on ne partage pas un savoir commun, ça va être très difficile quand même de partager une identité politique commune, ce qu'on appelle un État-nation. Si on ne mange plus ensemble, on a vu apparaître le marché halal, qui est une transformation complète de la notion classique du licite, du halal en islam, qui fait qu'il va y avoir un séparatisme sur le plan, je dirais, de la commensalité.
Et puis, par le lit, c'est la question des couples mixtes. Il se trouve qu'en France, il y a beaucoup de couples mixtes et on peut tout à fait s'en féliciter. Mais ce qu'on ne dit jamais, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne veut pas voir, c'est que la question du voile n'est pas que le fait que des jeunes filles, des jeunes femmes s'habillent comme elles veulent. Et c'est vrai que quand on tend le micro, souvent elles le disent comme cela et contre l'avis de leur mère. Mais du point de vue de l'islam classique, une femme musulmane ne peut pas, ne doit pas épouser un homme non musulman. Et c'est la raison pour laquelle tous les islamistes, c'est-à-dire des gens qui pensent que l'islam est la solution de tous les problèmes, que l'islam est la matrice à partir de laquelle on doit déterminer toutes les mœurs, ils tiennent tous, sans exception, à la question du voile féminin comme à la prunelle de leurs yeux. On n'a pas voulu voir, en quelque sorte, ce qui se mettait doucement en place. En 85, Jacques Berck, anthropologue, traducteur du Coran, rend un rapport à Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Éducation nationale. Jacques Berck dit, en parlant des enfants issus de l'immigration de pays de culture musulmane, la place que nous saurons faire à ces enfants issus d'un monde différent déterminera la qualité de notre pacte social et politique à l'avenir. Mais cette phrase de Jacques Berck, on voit bien qu'on peut lui donner une interprétation d'extrême droite ou d'extrême gauche. Extrême droite, ils sont trop différents, ça ne se passera jamais bien. Extrême gauche, la France est raciste, discriminatoire, colonialiste, etc. On ne veut pas les intégrer. Donc ces deux interprétations se sont opposées d'une manière dramatiquement négative, si bien qu'au fond, on s'est dit les choses vont s'arranger toutes seules, c'est juste un problème de crise économique. On n'a pas fait preuve d'assez de lucidité et on n'a pas eu des politiques publiques assez claires vis-à-vis du phénomène religieux en tant que tel. Aujourd'hui, on est 35 ans après 1985, hein, et je ne dis pas qu'on paye les pots cassés de cette, peut-être de cette non prise en compte, mais il n'empêche que la loi qui actuellement est dans l'actualité, est-ce une tentative du politique de reprendre la main sur la question? Alors, oui, d'abord, la violence. Mera, 2015, l'attentat de Charlie Hebdo, le 13 novembre, donc un choc majeur. Bon, et c'est à partir de ce moment-là, effectivement, qu'on a le sentiment qu'il ne suffira pas de rappeler la loi. On a le sentiment que c'est à ce moment-là qu'on commence à mettre l'accent sur les valeurs de la République. Alors si les valeurs, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité, la dignité, je ne vois pas qui pourrait être contre, si vous voulez. Le 2 octobre, le président de la République fait un discours dit des Mureaux et qui va être à l'origine du projet de loi dont on parle. Ce discours a 5 piliers, a 3 piliers, l'un concernant l'ordre public, l'autre, le deuxième, les associations, le troisième, l'école, le quatrième, l'islam de France et le cinquième, les questions sociales. On oublie toujours que les 3 premiers sont plutôt de l'ordre de ce qu'il appelait justement la République comme ordre, les 2 derniers, celui d'une promesse. Or, la difficulté, il faut essayer de garder une vision globale d'une politique, c'est que tout n'est pas du ressort de la loi. Et donc le projet de loi, de facto, ne porte que sur les 3 premiers piliers. Mais la politique n'aura de sens que si les 5 piliers sont présents, en quelque sorte. Donc ça, c'est la première chose à dire et qu'il faut garder présent à l'esprit. Donc, dans le projet de loi, il y a une dimension sur laquelle, effectivement, je dirais, on peut avoir une inquiétude. Alors une inquiétude, justement, au nom du fait d'ériger les valeurs de la République en une espèce d'idéologie officielle, en quelque sorte, qu'il est parfois un petit peu difficile de définir. Il me semble qu'il suffirait simplement de dire qu'en France, on respecte la loi, ça me paraît déjà bien suffisant, et qui pourrait induire une forme de surveillance accrue qui, surtout, à mon avis, n'aura pas forcément les moyens de sa volonté de surveiller. Voilà. Autrement dit, restons vigilants du point de vue de nos grands principes, c'est-à-dire de la liberté, bien évidemment, mais soyons surtout lucides par rapport à la question des enjeux
La France de 1905, c'est 80% de paysans, si j'ose dire, qui sont presque tous catholiques, et puis, j'ai envie de dire, une toute petite minorité juive et protestante, et quelques libres penseurs. On n'est plus du tout dans le même monde, les enjeux ne sont plus du tout les mêmes.